J'ai toujours caché mon homosexualité depuis toujours. Cette discussion que j'ai eue n'a finalement que validé mon plan de disparition. J'ai aspergé tout l'habitacle de mon véhicule avec un jerrycan d'essence et puis jeté un chiffon enflammé dedans. Pourquoi disparaître? C'était une manière d'essayer de tenter de quitter cette impasse que je fais dans le spectaculaire. Tu réussis à vivre chaque jour sans sous, tu vis comme un SDF en fait. J'ai même fait une nuit dans un cimetière et là je suis déjà dans un scénario de tour de l'Europe. Devant moi, il y a ma famille, que j'ai plus vue depuis plus d'un an. Et je suis littéralement tétanisé parce que il va falloir que j'arrête leur propre souffrance cette fois. Parce que il y a rien de pire que la disparition. Bonjour Ralph. Bonjour. Bienvenue dans mon incroyable histoire, merci d'être ici. Avec plaisir. Ralph, il y a 10 ans, tu es au bout du rouleau, tu fais une dépression pour une histoire d'amour impossible qui te bousille ta vie, tes études, ton job et même ta santé mentale. C'est ce mal-être profond qui te pousse à disparaître sans laisser de traces. Du jour au lendemain, tu quittes tout, tu brûles tout pour repartir à zéro. Mais peu à peu, loin des tiens, tu es un fantôme errant sur les routes d'Europe sans identité et plus seul que jamais. Cette solitude que tu avais pourtant fui 1 an plus tôt, car tu aimais un garçon qui, lui, n'aime pas les garçons. Ma vie sentimentale, concrètement, c'est le néant. Je suis juste seul avec mon ombre. J'ai toujours caché mon homosexualité depuis toujours. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. C'était toujours un tabou. Je ne me voyais pas me confier, ne serait-ce qu'à mes parents, qui n'auraient pas mal réagi. Ils l'auraient accepté tout à fait positivement. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Pourquoi tu avais tant de mal à le dire Je n'aimais pas cela. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. C'était surtout avec moi-même. Je l'acceptais pas. Je l'acceptais à moitié. Mais j'ai un coup de foudre pour quelqu'un avec qui rien ne sera jamais possible parce que mon orientation sexuelle à l'époque ne correspondait pas à cette personne. Quand vient le coup de foudre, j'étais dans un mouvement de jeunesse à l'époque. C'est les scouts, en gros? C'est comme les scouts. Donc vous partez en randonnée, sous la tente Il y a un camp chaque année, un camp d'été, voilà, de 10 jours et voilà. D'accord. Ça s'est passé à ce moment-là. Le garçon entre dans la tente et là je tombe amoureux et je suis littéralement tétanisé parce que il y a tout ce que j'avais caché, tout ce que j'avais refoulé depuis longtemps qui m'a rejailli à la figure d'un seul coup. Là, j'étais complètement amoureux, mais vraiment un amour qui allait devenir très vite synonyme de souffrance parce que je comprenais déjà que c'était impossible. Bon, et alors quand tu lui déclares tes sentiments, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a réagi comme tous les garçons hétérosexuels de cet âge, mais même en général, c'est que bon, il a pas mal réagi, mais il a pris ses distances, bien entendu. Ça a été quand même un choc parce qu'on était de bons amis jusqu'à présent, et voilà, du jour au lendemain, je devais lui avouer quelque chose de cette ampleur. J'étais fixé sur le fait que cette histoire ne donnerait jamais rien. C'était une première étape pour moi, simplement avouer mon orientation sexuelle à quelqu'un, rien que ça, lui expliquer le problème, savoir mon attirance. En fait, cette discussion que j'ai eue n'a finalement que validé mon plan de disparition, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que avant cette discussion, c'était juste une possibilité. Et à partir du moment où j'étais fixé sur le fait que rien ne serait possible, là, je savais que j'allais mettre mon plan à exécution. Pourquoi disparaître? C'était une manière d'essayer de tenter de quitter cette impasse dans laquelle j'étais enfermé. Une manière aussi de faire mon coming out à travers une lettre d'adieu. Ça, c'était déjà imaginé dans ma tête. Donc tu décides de fuir, de partir, de t'échapper, et tu prépares tout un plan. Ouais. Un plan quand même minutieusement préparé. J'ai acheté tout mon matériel de survie, un vélo,
J'ai dans ma voiture un jerrycan d'essence. Tu parles de matériel de survie, c'est quoi du matériel de survie? J'avais pas grand-chose finalement, j'étais très mal préparé, je m'en suis rendu compte. J'avais un sac à dos, des vêtements, une carte du sud de la Belgique, du matériel de cycliste, un peu de quelques vivres, de quoi manger, quelques jours, mais j'ai pas pris beaucoup. Vraiment le strict minimum, puisque je sais que je vais me retrouver sur un vélo, donc je peux pas emmener beaucoup de choses. Et tout ça est prêt, tout ça attend dans ma voiture. Et puis arrive le jour que tu t'es fixé, tu as fixé une date? J'ai fixé le 14 février 2014. C'est ça, 14 février 2014. Le jour avant mon anniversaire, jour de la Saint-Valentin, date maudite. Tu fais exprès de choisir le jour de la Saint-Valentin? J'ai choisi le jour de la Saint-Valentin parce que ça a toujours été une date douloureuse pour moi, parce que je voyais beaucoup d'amis en couple et qui passaient une bonne journée, une bonne soirée. Tu dînes avec tes parents ce soir-là, Ouais. parce que tu vis encore chez tes parents à ce moment-là, avec des frères et sœurs. Tu ne laisses rien paraître. C'est ça qui aujourd'hui continue encore à m'effrayer, c'est-à-dire que mon masque en société avait pris une telle ampleur, était devenu si solide finalement que j'arrivais à manger de manière tout à fait décontractée avec mes parents, sachant que 5 heures plus tard, j'allais partir et peut-être ne jamais revenir. Ce masque-là, c'est un Ralph Ça aurait tout à fait normal. qui sourit, qui discute, J'étais plutôt silencieux, mais rien ne laissait transparaître. qui mange, et puis qui s'en va. Qui va s'enfermer dans sa chambre. Et qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Je suis dans la dernière phase. J'attends 3 heures du matin, parce qu'à 3 heures du matin, je sais que tout le monde dormira. La maison sera silencieuse. Et je prévois de casser mon ordinateur, d'écrire « pardon » en grand sur le mur de ma chambre. Tu prévois et tu le fais? Et je le fais. Et de sortir en pyjama dans la rue, regagner mon véhicule. Au moment où je sais que j'ai un plan qui consiste à quitter la Belgique le plus vite possible, parce que je sais que dans 2 jours, on va découvrir ma disparition. Et je devrais au plus vite passer la frontière, parce que je pars du principe que on ne viendra pas me chercher derrière la frontière. Donc tu prends la voiture. Je me dirige d'abord vers le Luxembourg, vraiment à quelques kilomètres de la frontière avec le Luxembourg, dans une forêt que j'ai déjà repérée à l'avance depuis bien longtemps via Internet, etc. Là, je la découvre en vrai de nuit, on est au mois de février, et je vais le plus loin possible avec ma voiture dans cette forêt jusqu'à ce que ma voiture s'embourbe et que je comprends que j'irai pas plus loin. Là, je sors tout mon matériel, je coupe le contact, etc. Je sors le vélo que j'avais récupéré en chemin, pas loin de chez moi, et je passe à l'acte le plus radical, le plus violent que j'ai jamais fait de toute ma vie. Asperger tout l'habitacle de mon véhicule avec un jerrycan d'essence, donc ça fait quand même je sais pas de combien de litres, au moins 5 litres, ça fait beaucoup. Et puis jeter un chiffon enflammé dedans. Pourquoi brûler ta voiture? C'était l'acte de rupture. L'acte qui à la fois m'empêcherait de revenir en arrière et me pousserait à prendre la fuite. Mais c'est un acte symbolique, effectivement, c'est quand même bien pensé, qui fait que tu vas pas revenir en arrière de si tôt, si facilement. Ouais. Là, tu te retrouves seul dans une forêt avec un vélo sur lequel il y a un cadenas et quand même tout un barda à transporter, si je comprends bien, Ouais. sac à dos, vivre, tout ça. Et là, je ne prends même pas le temps de regarder, donc je jette ce chiffon et je cours sur mon sac à dos, mon vélo. Et au même moment, il y a toute la forêt qui s'éclaircit comme ça, avec un bruit terrifiant. Je prends la fuite, en panique totale. L'idée, qui est pas stupide non plus, c'est de ne pas laisser d'empreintes de pneus de vélo sur le chemin. Donc je porte mon vélo et mon sac à dos et je cours. Mais il faut s'imaginer avec tout le pactage que je suis vite essoufflé et au bout de 400 mètres, j'en peux plus. Je dépose mon vélo pour l'enfourcher. Le cadenas est mis, je cherche la clé, c'est la grosse panique totale et je me retourne derrière moi et je vois
au loin ma voiture avec des flammes de plus de 5 mètres qui montent jusque dans les arbres. C'est terrifiant. Cette image est gravée dans ma tête. On en voit beaucoup à la télévision des voitures en flammes, mais là, en vrai, sa propre voiture, ça marque. Donc tu trouves la clé du cadenas. Je trouve la clé du cadenas, j'enfourche le vélo, je veux le plus vite possible regagner la route qui m'avait mené à cette forêt. Au loin, j'entends des voix dans le village environnant, donc on n'est vraiment pas loin. Derrière moi, j'entends des explosions. Je sais pas si c'est les pneus de ma voiture qui explosent ou le moteur. Ça explose, littéralement. J'arrive au niveau de la route et je tombe. Je m'étale dans une grande flaque de boue. C'est l'horreur. Je me relève. J'enfourche à nouveau mon vélo et je me dirige vers une sapinière, donc une forêt avec que des sapins, dans laquelle je plonge juste avant qu'un 4x4 n'arrive en face de moi. Donc là, j'ai juste le temps de sauter, de me cacher derrière un arbre avec mon vélo d'un côté, mon sac de l'autre. Et alors, le 4x4 ralentit à ma hauteur. La personne semble regarder dans ma direction, mais il voit rien. Là, je retiens ma respiration et la voiture redémarre. Je perds pas de temps, je récupère vite mon matériel et je m'enfonce le plus loin possible dans cette sapinière dans laquelle j'enterre mes plaques d'immatriculation que j'avais dévissées aussi, à nouveau pour brouiller les pistes. Je brûle mes papiers, les papiers de ma voiture. Ça prend un temps fou. J'enterre mes clés de voiture. Et il doit être 5 heures du matin et j'essaye de dormir. Mais il y a un premier ouf de soulagement parce que jusqu'à présent, mon plan se déroule comme il faut. Se déroule plus ou moins comme je l'avais prévu. Et là, j'essaye juste de retrouver un peu mon calme, mes esprits et de m'enfuir, d'essayer de dormir. Tu y arrives? Je pense avoir vaguement somnolé 2 heures. Mais bon, on est quand même au mois de février, je suis dans une forêt, il fait froid. Bon, j'ai mis mes vêtements de disparu, un peu plus chaud. Mais bon, je passe pas du tout une nuit normale. Donc tu te réveilles quelques heures après avoir essayé un petit peu de dormir, tu te réveilles dans ce bois. Ouais. Là, tu réenfourches ton vélo. Ouais. Et tu te diriges vers la frontière avec l'Allemagne. Alors, je compte 3 jours de vélo pour rejoindre l'Allemagne. Je suis vraiment à côté du Luxembourg. Il faut que je longe le Luxembourg. Je me rappelle ce matin de 14 février où je quitte le petit village dans lequel j'ai brûlé ma voiture. J'aperçois encore, beaucoup plus loin, cette forêt au loin où j'en vois de la fumée qui monte. Ça, je m'en rappelle encore. Et à partir de ma carte, j'essaie de trouver mon chemin. Et j'avance le plus loin possible. J'essaye de trouver la route qui à la fois me conduit le plus vite possible en Allemagne, mais aussi une route sur laquelle je passe inaperçu. Donc des petites routes de forêt, dans les bois ou des chemins de terre. Quel est le sentiment qui domine ? À la fois, il y a un mélange de soulagement d'avoir réussi pour l'instant à disparaître, d'être sur la bonne direction, mais il y a aussi beaucoup de peur. Peur par rapport à mes actes, aux conséquences de mes actes, à ma disparition, mon absence qui va bientôt être découverte, et puis à mon avenir, à ce qui va m'arriver par la suite, parce que moi j'avais planifié 2-3 jours pour arriver en Allemagne, et après c'est le grand point d'interrogation. Il n'y a pas de suite. La suite, je vais devoir l'improviser. C'est ça. Tu as bien imaginé les premiers jours, les premiers instants, mais après, finalement, c'est vraiment l'aventure. Ce que tu sais pas, c'est ce qui se passe au moment de ta disparition et de la découverte de ta disparition. Qui découvre que tu n'es pas là et qui découvre quoi d'ailleurs ? Ma mère se lève le matin. On est le dimanche 16 février, jour de mon anniversaire. Elle s'attend à ce que je sois rentré. Elle ouvre le rideau, elle ne voit pas ma voiture sur le parking familial. Elle est directement en panique. Ouais.
Son premier réflexe, c'est d'aller voir dans le garage si je me suis pas pendu. Oh! C'était assez violent. Hein. Si elle imagine que tu as pu te pendre dans le parking, c'est qu'elle sent, malgré ton masque, elle a dû sentir que quelque chose n'allait pas, que tu étais habité par quelque chose par un mal-être. Donc elle te trouve pas dans le garage, évidemment. Non. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve une lettre d'adieu dans ma chambre. Elle appelle mon père qui va lire cette lettre d'adieu dans laquelle j'explique tout. C'est-à-dire? Mon orientation sexuelle cachée, le coup de foudre qui me faisait tellement de mal depuis plus de 3 ans, le malaise dans lequel je suis, l'impasse dans laquelle je me suis perdu depuis trop longtemps. Moi, dans ma lettre, je les prépare au pire. Je les prépare au fait que peut-être je ne reviendrai jamais. Alors, est-ce que c'est interprété comme un suicide? Je sais déjà qu'à partir du moment où j'ai réussi à disparaître et que je pars, que je fuis, que je suis déjà dans une optique d'aventure, moi, cette idée-là de me suicider est déjà au placard. Étant donné que je pars vers l'inconnu, tout peut arriver. Et il est possible que quelque chose m'arrive de manière cette fois-ci involontaire. Eux, ils sont, à partir de ce moment-là, préparés en tout cas, ils sont face au pire. Et comment ils réagissent face au pire? Ils appellent la police, qui arrive. Alors il y a toute la procédure qui suit une disparition. C'est ça, parce que en France, tant qu'une personne est majeure, elle a le droit de disparaître. Ça s'appelle le droit à l'oubli. Alors qu'en Belgique, la police enquête malgré tout, car elle estime que si une personne disparaît, même volontairement, c'est qu'elle est fragile. Ouais, fragile psychologiquement, c'est ça. Psychologiquement, et qu'il faut donc lui venir en aide. Ouais, ici, il y a clairement beaucoup d'éléments qui laissent sous-entendre que la disparition ici est inquiétante, parce que bon, je parle quand même de peut-être de jamais revenir. Puis il y a aussi ce pardon sur le mur de ma chambre, mon ordinateur, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, et les éléments vont d'ailleurs s'accumuler au fil des recherches. Tout ça fait que voilà, on est dans un cas de disparition inquiétante, et voilà, ça permet au moins à mes parents d'avoir le soutien de la police qui va mener une enquête et faire le tout pour essayer de me retrouver à temps. Ils vont pas trouver tout de suite grand-chose. Non. Pourtant, ils sortent les gros moyens. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Je sais bien qu'il y a un hélicoptère qui va scanner tout la zone autour de chez moi, de chez mes parents. Puis ils vont trouver ma voiture beaucoup plus loin, près du Luxembourg, dans cette forêt. Il y a l'avis de recherche qui va être diffusé le soir même. Et ça au journal télévisé. Et moi, au journal télévisé. De la RTBF. À la RTBF. L'avis de recherche avec ta photo, il y a une récompense. Récompense, je pense pas, mais en tout cas, il y a ma photo. Il y a les plaques d'immatriculation de ma voiture. Et alors, il donne déjà une description de mes vêtements, etc., de choses très concrètes. Mais moi, à ce moment-là, je passe la frontière déjà avec l'Allemagne. Et donc, quand vraiment ils sont au cœur des recherches, moi, je suis déjà loin, en Allemagne. Donc, ton plan fonctionne vraiment bien parce que ils te cherchent finalement en Belgique, ils te cherchent pas en Allemagne. Ouais. Les policiers allemands sont pas à tes trousses. Il n'y a pas encore Interpol qui est en train de te chercher. Et tu passes donc facilement la frontière. Ouais. Tu ne demandes rien, j'imagine. Il n'y a même pas de papier à montrer. Je passe une route au milieu, près d'un village, dans les champs, et je vois juste le panneau Allemagne, et puis voilà. Et tu vas où? Là, je suis vraiment dans l'improvisation totale. Il y a vraiment eu ces quelques jours où je suis dans le blizzard. Je erre en Allemagne. Tu dors. J'avance. Tu dors dehors. Alors, il y a eu quelques nuits dehors qui ont été cauchemardesques, bien entendu, à cause de la météo. Je dormais dans des abribus, j'ai dormi un peu partout, j'ai même fait une nuit dans un cimetière. Mais parce qu'on est quand même en février en Belgique et en Allemagne. Super, c'est quand même pas super chaud. Et ça t'arrive de dormir dans un cimetière? Non, c'est très calme. Ah oui, c'est très calme. Oui. J'ai bien dormi. T'as pas peur
Non, finalement, on dort mieux dans un cimetière qu'en ville, que dans le métro. Je t'imagine en train de dormir dans un cimetière, un soir de février, un cimetière allemand, t'endormir là, te réveiller là. Tu dois te dire, mais je mène une vie de dingue, quoi. En tout cas, on est au cœur de l'action, on vit vraiment le moment présent, on est dans l'aventure pure et dure. Je me sens libre et aussi seul et très démuni. Livré à moi-même. T'es aussi confronté à la réalité, quoi. Confronté à la réalité déjà dans une démarche de survie, parce que bon, je suis dois déjà me battre pour manger, pour essayer de dormir parfois dans des endroits, on va dire humains, dans lesquels je peux ne serait-ce qu'avoir un lit, une douche, etc. De temps en temps, ça allez. J'essaye que ça s'équilibre. Maintenant, bon, je suis parti avec 2000 € en cash. À force de faire de temps en temps une nuit à l'hôtel par-ci par-là, d'acheter à manger, ça fond très vite. Hein. Mon budget ne fait que diminuer à une vitesse préoccupante. Oui, en un mois, il te reste plus grand-chose, c'est ça? En un mois, j'ai déjà dépensé la moitié, et au bout de 2 mois, il me reste peut-être 500 €. Tu vis comme un SDF, en fait. Ah oui, alors, je deviens un SDF. Tu tiens le coup, t'as un petit peu d'argent, mais tu es un SDF. Un SDF et difficulté supplémentaire, je vais devenir très vite sans papier. Il est logique qu'en tant que porté disparu, je peux plus utiliser ma réelle identité. Et là, ça devient très vite problématique. Je n'ai plus d'identité, alors je m'invente un faux nom. Oui. Dans une certaine mesure... Tu t'appelles Anthony Léonard? Au début, je m'appelle Anthony Léonard. Bon, t'as pas de papier, quoi, qui s'appelle Anthony Léonard. Tu fabriques pas des faux papiers non plus. Ça, je ne saurais pas faire. Dans les hôtels, dans les endroits où tu vas, on ne demande rien, pas de... Alors, c'est ma plus grande crainte. Dès que je vais dans un établissement officiel, j'ai toujours peur qu'on me demande des papiers. Et on n'en demande pas systématiquement. Parfois, on doit remplir un formulaire. Quand on en demande, tu t'en vas? J'invente une excuse. Comme quoi, j'ai oublié mon portefeuille dans ma voiture. Mais je deviens très très vite un gros menteur. Ouais. Professionnel. Ah ouais? Tu mens très souvent. Quand je suis hébergé cette fois-ci chez des gens qui veulent en savoir plus sur d'où je viens, sur ma famille, sur pourquoi je fais ce voyage, où là, je dois pas, bien entendu, pas parler de tout l'aspect disparition. Et tu rencontres beaucoup de gens? Très vite, ça va devenir mon système pour vivre sans argent. Oui, c'est un peu l'émission J'irai dormir chez vous. Tu charmes un petit peu les gens pour tenter de dormir chez eux. Comment tu t'y prends? Alors très vite, je vais avoir un système automatisé de présentation dans lequel j'explique qui je suis, ce que je fais. J'essaie d'être le plus sympathique possible, de faire vraiment gentil aventurier, pour ne serait-ce qu'avoir un sofa, un matelas ou un lit. Ça dépend vraiment des gens sur qui je tombe. Soit je fais du porte-à-porte dans les villages surtout. Dans les villes, j'accoste les gens dans la rue, c'est plus facile. Les gens t'accueillent facilement. C'est très difficile. Alors, j'ai une carte sur laquelle je peux jouer, c'est ma bonne tête. Et ça a été ma carte d'identité que je n'avais pas. Sympathique, petit jeu sympathique, et ça fonctionne. Parfois, ça marche. C'est par zone. J'ai ce que j'appelle, et ce que j'ai développé au fil du temps, le concept de zone rouge, zone verte. Ouais. Zone rouge, c'est tout ce qui est tout petit village où c'est un peu stéréotypé, hein, mais la moyenne d'âge est très élevée et les gens sont très méfiants. Et donc, ils n'écoutent même pas mon histoire, ils m'envoient à promener. Plus ils sont vieux, plus ils sont méfiants. Bizarrement. Alors, j'ai été hébergé chez beaucoup de personnes âgées, mais globalement, bizarrement, c'est plus difficile. Alors qu'ils ont des chambres. Mais, ouais. Et là où c'est plus facile, c'est en ville. Parce que en ville. Zone verte. Ce que j'appelle une zone verte, entre guillemets, parce qu'il y a les étudiants. Et les étudiants, ils sont plus cool. Allez, et puis peut-être c'est une proximité au niveau de l'âge, on se comprend plus facilement. Donc tu dors parfois chez l'habitant et de temps en temps il te donne de l'argent, il t'aide. T'as quand même beaucoup progressé en peu de temps parce que t'es parti, t'étais encore tu vivais chez tes parents, tu t'assumais pas complètement et là tout d'un coup tu réussis à vivre chaque jour
sans sous, mais à toujours trouver un refuge, de quoi manger. C'est quand même formidable, quoi. Ça veut dire qu'on peut, avec de la gentillesse et je ne sais pas quel talent de séduction, arriver à vivre tous les jours sans travailler. Mais c'est la période de ma vie dans laquelle je me sentais le plus fort, parce que simplement j'arrivais à survivre. Le contexte joue beaucoup, hein. On est parfois surpris de voir ses capacités quand on se retrouve dans une situation difficile, hein. Tant que j'étais dans mon petit confort, j'avais pas besoin de me démener, d'aller vers les gens, etc. Là, j'avais pas le choix. Et du coup, on est obligé de remuer ciel et terre pour des choses basiques. Et tous les jours, c'est vraiment cette petite accumulation de petites victoires, mais simplement un lit, une douche, c'est vraiment une recherche de plusieurs heures. Rien que ça, ça fait un bien fou quand on obtient ce qu'on recherche. Je me sentais vraiment capable de beaucoup de choses. Au fil de mon pèlerinage, je vais arriver à Francfort au bout de 2 mois et j'avais compris d'une part, je comprends en tout cas à ce moment-là que je suis allé trop loin, que j'étais très radical dans ma disparition, que je fais à ce moment-là beaucoup de mal à mes proches, qu'il y a toute une enquête qui heureusement s'arrête assez tôt, à partir du moment où j'ai, par curiosité et aussi un peu inadvertance, j'allume mon téléphone. Ça suffit aux enquêteurs à déterminer que je suis toujours en vie en tout cas. Ça suffit à ne plus considérer cette disparition comme inquiétante et donc à arrêter l'enquête. Donc, pour être très clair, tu avais un téléphone portable sur toi que tu avais pris depuis chez toi, depuis la Belgique, et tu ne l'avais pas allumé en te disant que si tu l'allumais, tu allais être repéré. Ouais. Pendant au moins 2 mois, tu ne l'allumes pas. Ouais. Puis un jour, t'es poussé par les remords et la curiosité de savoir si tu as des messages de tes proches, de ta mère, de ton père, etc. C'est ça qui te pousse à allumer ton portable. J'allume mon portable, 2 mois plus tard. Et c'est violent, bien entendu, puisque je reçois en quelques secondes une avalanche de SMS, dont des SMS de joyeux anniversaire de ma grand-mère, qui n'a à ce moment-là pas encore appris la nouvelle. C'est complètement surréaliste, il y a un genre de contraste violent entre ces messages très joyeux et puis par la suite ceux très dramatiques de ma mère, de mes proches qui me recherchent. C'est très violent, ça me fait très mal et j'éteins au plus vite ce téléphone parce que même si j'ai conscience des conséquences de mes actes, je ne veux pas rentrer, je veux pas faire marche arrière, je veux pas retourner dans la vie que je menais avant de disparaître. J'ai besoin de temps avec moi-même. Quelques semaines après ma disparition, je vais dans cette bibliothèque, dans une petite ville allemande. Et là, à nouveau, c'est la curiosité et les remords qui me poussent à introduire mon nom dans un moteur de recherche sur Internet. Et là, je tombe sur tout, les articles, l'avis de recherche, des reportages de la télévision aussi. Alors, j'ai tout l'hélicoptère, j'ai ma mère qui explique la situation à travers ces mots, voilà. Et tout ça, je le découvre en pleine face comme ça. Qui explique aux journalistes, à la télévision. Voilà. Elle parle aux journalistes, elle explique tout. Et elle dit quoi ? Elle parle de moi comme quelqu'un qui était d'habitude très souriant, heureux, voilà. Sa peau. Bien dans sa peau globalement, mais parfois aussi un peu triste, d'une certaine pesanteur de la routine. Et ça te fait quoi de voir tout ça, toutes ces recherches qui sont menées, tes parents qui s'inquiètent? Alors à la fois, je m'attendais à ce genre de résultats. Ça fait partie du plan. Tu y avais pensé. Ça faisait partie du plan. Je passais mon temps à l'imaginer, et là, je le découvre de mes propres yeux sur Internet. Donc, il y a quand même un choc. C'est quand même violent malgré tout. Et je sais qu'il m'a fallu plusieurs jours pour simplement digérer tout ça. J'étais toujours sur ma route et là, je passais mon temps à repenser à toutes ces images, ces paroles de ma mère, etc. Tu dis ça faisait partie du plan, tu avais prévu qu'à un moment tu serais recherché, qu'il y aurait une médiatisation de ta disparition, c'est ça? Est-ce qu'il y avait
le désir que ton cas soit médiatisé, que tu deviennes quelque part un petit peu célèbre pour ce motif ou non mais qu'on parle de toi quoi. Le fait d'être dans la tête de tout le monde, de savoir que j'étais le sujet de discussion du moment, en tout cas m'aidait personnellement. Je me sentais moins seul. Là, j'étais livré à moi-même, mais je savais que en Belgique, chez moi, parmi mes proches, tous mes amis, on ne parlait que de ça et ça m'aidait. Ça m'aidait à survivre. Alors, il y avait un mélange à la fois de fierté simplement d'être passé à l'acte, d'avoir osé concrétiser cette disparition, parce qu'il faut quand même un certain courage. Bon, ça s'expliquait par la détresse dans laquelle j'étais, mais il y avait aussi une part un peu de peur et de dégoût par rapport à la façon dont je parlais de choses que j'aurais pu aborder de manière beaucoup plus sereine et sans que ce soit un show médiatique. Hein, voilà. C'est sûr que t'as pas choisi une façon simple de faire une thérapie, de poser les choses, de dire les mots, non, et d'avancer petit à petit. J'ai fait dans le spectaculaire. T'as fait dans le spectaculaire et l'aventure. Je vais arriver à Cologne, et là, je suis déjà dans un scénario de Tour de l'Europe. Et mon idée folle de Tour de l'Europe, c'est de suivre la côte, toute la côte. Donc, il faut s'imaginer Venise jusqu'en Belgique. Et là, tout de suite, déjà à Francfort, cette boucle s'était déjà imprimée dans mon esprit. Et déjà aussi ce retour. Oui, c'est ça. Parce que là, tu imagines... Là, j'étais déjà... qui revient chez toi en Belgique. Là, j'étais déjà aussi fixé sur un retour chez moi. Ma première étape, le premier défi que je me fixe, c'est d'arriver à Venise, en traversant les Alpes. Donc là, j'ai fait Munich, Salzbourg, je traverse l'Autriche par les Alpes et j'arrive en Italie, beau soleil. Le printemps est là, c'est magnifique. Et je passe cette semaine à Venise. Alors là, c'est le moment le plus dingue de tout le voyage. Pourquoi ? Parce que j'arrive à trouver l'hospitalité pour une semaine gratuite à Venise, dans la ville la plus touristique du monde, une des plus touristiques en tout cas. Très cher, le logement. À nouveau hébergé chez une jeune fille qui bosse, etc. dans l'Horeca, et elle me donne le lit de son chien. En fait, elle a juste un petit endroit et c'est le lit sur lequel son chien dort. Elle m'a dit tu peux dormir là, mais pas de problème, on est à Venise. Tu vas aussi aller sur tes mails et découvrir, j'imagine, beaucoup de gens qui t'écrivent. Ça aussi, c'était un cap psychologique à franchir, ouvrir ma boîte mail, cette fois-ci ma boîte mail privée, personnelle, parce que ça a été à nouveau assez violent d'un point de vue émotionnel, parce que je tombais à nouveau sur tous les mails de ma famille, de ma mère, etc., qui expliquaient cette fois-ci son quotidien, le quotidien de la famille depuis ma disparition. Allez, je m'y attendais, mais là, plus le temps passe, plus ma culpabilité augmente. Et je comprends assez tôt d'ailleurs que je vais devoir mettre un terme à tout ça. Il va falloir que j'arrête leur propre souffrance cette fois. Parce que y a rien de pire que la disparition. C'est pire qu'un deuil. Une disparition, c'est la page vide, on n'a pas de réponse, et on est en attente de réponse, éternellement. Donc toi aussi, tu te sens coupable au fur et à mesure de voir ces mails, ces coups de fil, ces messages qui t'ont été laissés. Tu te dis que tu leur fais du mal, t'es pas l'intention, tu leur fais du mal et ça devient difficilement supportable. C'est difficile en tout cas de lire tout ça, mais je suis pas encore prêt à réapparaître déjà à ce moment-là. J'ai encore besoin de temps. Tu poursuis cette boucle, tu continues à vivre cette vie un petit peu de SDF, à vivre à droite à gauche. Alors j'arrive après, c'est quelques mois en Italie, de manière on peut plus tonitruante dans Monaco. J'avais complètement zappé Monaco et j'arrive là-dedans en cycliste, avec l'objectif de trouver un hébergement gratuit. Alors j'ai fait le malin, je suis allé sur le port de Plaisance pour demander un hébergement sur les yachts.
On m'a envoyé promener parce que c'était souvent le personnel de bord qui passait son temps à lustrer les chromes. Et puis je tombe sur un couple avec un petit bébé. Et ils me disent, alors je leur explique mon histoire, mon voyage, et ils me disent, oh, ben, si tu veux, on peut t'héberger à la villa. Et là, je tombe sur une espèce de grande villa, comme ça, avec une vue à 360 degrés sur la baie de Menton. Une maison très moderne avec baies vitrées, piano, c'était la totale et la piscine. Donc c'était assez sympa. Et ils te proposent du travail. Ils décident, voilà, ils acceptent de m'héberger quelques jours parce que c'est un monsieur qui a des projets, il a beaucoup d'idées, quelqu'un qui travaille dans la finance, mais à côté de ça, il a aussi des ambitions et des rêves. Et moi, entre-temps, je lui avais expliqué mes études d'infographie, et bon, c'était un peu mon domaine, de croquer, créer des logos, créer des esquisses de projets, de sites web, etc. Donc, j'ai fait ça pour lui, quelques jours, des dessins. Et alors, il m'a rémunéré, il m'a donné, je crois que c'était 500 € au bout de 3 jours. Et pour moi, 500 €, c'est le jackpot. Bah ouais. À ce moment-là, c'est magnifique. Je suis plus serein quand je quitte Monaco. Alors, 1 an va passer. Alors, le 16 février 2015, j'ai fait le sud de la France, toute l'Espagne, le Portugal. J'ai passé les fêtes de fin d'année à Lisbonne. Je viens de terminer le nord de l'Espagne. Et tu décides d'écrire à ta maman quasiment 1 an, jour pour jour, après ta disparition. Là, je me dis, bon, on arrive à la fin du voyage, il reste encore un gros tronçon. Je pense que je peux prendre le risque de donner ce signe de vie tant attendu. Très court, un signe de vie vraiment très court. Je me rappelle très bien ce cybercafé à San Sebastián, juste avant la frontière française. À nouveau, je me connecte à un ordinateur. J'ouvre à nouveau ma boîte mail personnelle. Je tombe sur tous les mails de ma mère. Je veux les lire absolument tous. Je veux faire face à mes actes, aux conséquences de mes actes. Là, très vite, j'ouvre un mail. Je mets l'adresse mail de ma mère et j'ai juste le temps d'écrire courage avec un smiley, d'envoyer. Et puis la session sur l'ordinateur se ferme. Ça donnait juste le signe de vie qui laissait supposer que j'étais vivant, que j'allais rentrer à la maison. Ah, ça laissait supposer ça. Courage, voulait dire courage, j'arrive. Et ça a suffi pour ma mère et tous mes proches à être le ouf de soulagement, mais en l'espace de quelques secondes. Il faut s'imaginer. Pour eux, c'est une délivrance. Là, pour la première fois, ils ont un contact direct avec moi-même. Un message certes minimaliste, mais positif. Rien que ça, c'est la délivrance. Mais tu vas pas rentrer tout de suite. Il reste encore du chemin. Et oui, tu vas attendre la fête des mères pour rentrer, comme un symbole. J-10, tu arrives en Belgique, et là, tu sais que tu t'approches de chez toi et de ta vie d'avant. Et t'es dans quel état d'esprit ? À partir du moment où je repasse la frontière avec la Belgique, je me retrouve un peu dans le même état d'esprit dans lequel j'étais en disparaissant, en partant. À nouveau, je suis un peu anxieux, j'ai peur d'être connu parce que là, j'arrive en territoire entre guillemets connu. Bon, là, il y a plus de probabilité que je tombe sur des gens que je connaisse. Il y a à la fois l'excitation de rentrer, l'envie de revoir mes proches, l'envie de retrouver une vie plus calme, etc. Mais aussi l'angoisse. L'angoisse et d'affronter aussi les conséquences de mes actes. Et les 3 derniers jours, là, j'avais prévu vraiment de dormir dehors parce que c'était trop risqué de faire du porte-à-porte. Là, je me rapprochais vraiment de mon village. J'avais prévu 3 nuits dehors. C'était très pénible. J'étais rationné alimentairement. Je ne faisais pas grand-chose. Une ration par jour. Je dormais dans les bois, j'ai dormi dans des chapelles et j'étais surtout épuisé parce que je dormais pas. La nuit, j'étais censé dormir dehors, mais je faisais des micro-nuits. Il y avait eu la pluie, c'était vraiment difficile. Et je suis arrivé la veille de ma réapparition dans une autre forêt, cette fois-ci derrière chez moi, celle où j'avais caché mon vélo avant de disparaître. Il y a une cabane que je connaissais bien, c'est là où j'avais caché en tout cas une partie de mon matériel et j'y arrive au beau milieu de la nuit. Là, je suis
d'un point de vue émotionnel, mais Quoi? il y a tout. Il y a soulagé. J'ai réussi ce pari fou de longer la côte depuis Venise jusqu'en Belgique. Il y a toutes ces rencontres dans mon esprit. Il y a tout ça. Et puis surtout devant moi, il y a ma famille que j'ai plus vue depuis plus d'un an. Il y a toujours cette disparition dans ma tête. Comment je les ai quittés. Et puis bientôt, dans quelques heures, les retrouvailles, avec beaucoup d'appréhension. Je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit ils sont. Donc il y a vraiment l'inconnu devant moi. Donc ce jour-là, on est le combien? C'est un dimanche 10 mai 2015, jour de la fête des mères. Part de la cabane. Je traverse, c'est une grande prairie. Il y a une grande prairie d'abord, puis à nouveau des arbres, une rivière. Puis j'arrive... derrière chez moi, c'est un grand jardin aussi. La première chose que je fais, c'est alors je jette un coup d'œil vers la maison et j'aperçois une silhouette au loin. C'est mon père. Il est près de la maison avec une brouette de bois. Allez, je mets un peu de temps à me décider, mais là je fonce. Je traverse la rivière et je me pointe au milieu du jardin. Il repère ma présence. Il fait signe. Je fais signe. Il est intrigué, donc il avance dans ma direction parce qu'il voit que je bouge pas. Moi, je suis un peu fixé, comme ça, je n'ose pas avancer. Il se rapproche et c'est vraiment sur les 10 et 20 derniers mètres que là, il me reconnaît et qui fait c'est Ralph, ça. Et puis là, il saute de joie. Et voilà, on est en fini enlacé, en pleurs. Et je m'excuse, je tombe. Ouais, c'est vraiment un moment où on oublie tout. On est vraiment dans le moment présent, dans la joie. Tu le faisais souvent, ça, de tomber dans les bras de ton père? Jamais, non. Jamais, non. Bon, là, c'est un moment exceptionnel que tu décris comme hollywoodien, presque irréel. Ton père, il pourrait t'en vouloir. Tu aurais pu te recevoir par une claque. Mais c'est la joie de te revoir qui l'emporte. Je me dirige vers la maison, je vois ma mère, elle qui est sous le choc. Elle arrive même pas à pleurer tellement elle est sous le choc. Saute aussi dans mes bras. Et puis, je m'excuse à nouveau. On est aussi à nouveau en larmes. Et puis, mes frères et sœurs arrivent aussi un par un. On a une grande famille, etc. Et eux aussi sont sous le choc. Beaucoup de larmes à nouveau. Je m'attendais à des reproches et finalement, il y en a pas eu. Parce que eux aussi ont compris beaucoup de choses. Donc il y avait plus vraiment d'incompréhension. Tout était là, tout était compris. Et j'ai envie de dire presque tout était presque digéré, tant pour moi que pour eux. On est 11 ans plus tard. Ouais. Ce garçon de 26 ans bien grandi. Qu'est-ce que tu as fait de cette histoire? À part venir nous en parler. Alors concrètement, il y avait aussi ce journal de bord que je tenais durant l'aventure. Ces journées folles que je passais mon temps à retranscrire et une volonté d'en faire quelque chose à mon retour aussi parce que beaucoup de gens m'ont encouragé à en faire un livre. Il y a eu un gros travail de réécriture et puis le livre est sorti il y a 2 ans. Ça s'appelle Journal d'un disparu dans lequel j'explique tout. L'avant, le pendant et puis j'explique un peu la suite. Voilà, je donne quelques informations sur ma vie d'après qui était complètement différente. Oui, tu as complètement reconstruit ta vie. Et cette volonté, tu étais infographiste, ça allait pas très bien, t'avais pas vraiment d'histoire d'amour, pas du tout. Enfin, tu l'as dit, pas de relation. Qu'est-ce qui a changé depuis dans ta vie? Une fois rentré, en tout cas, il y avait une volonté de tourner la page avec tout ça, de repartir de zéro, de recommencer une nouvelle vie. J'ai déménagé, je me suis installé en ville. J'ai encore eu du mal à trouver un job qui me corresponde et ça a été toujours difficile, mais bon, j'ai trouvé un boulot. C'était pas le job de mes rêves, mais bon, j'avais besoin d'argent à ce moment-là. J'avais plus rien. Je me suis reconstruit une vie, j'ai reconstruit des liens sociaux, je me suis fait des amis, etc. J'ai eu des relations sentimentales, etc. Et j'ai gagné surtout en maturité. Allez, cette histoire m'a permis de grandir, d'abord de comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue, que j'avais cette force en moi, cette énergie, cette volonté d'avancer. Est-ce que la fuite pour toi est toujours une stratégie? Non, je réagis différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus communicatif déjà.
Bon, mon erreur de jeunesse été de garder tout pour moi, de me renfermer sur mes problèmes, etc. Bon, ça se comprend à partir de l'adolescence et même la jeunesse, la vingtaine. C'est toujours un âge difficile pour tout le monde, globalement, et on a toujours, parfois, beaucoup ont cette tendance de vouloir tout garder pour eux. Justement, avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à Ralph de 26 ans, juste avant qu'il parte? Tu lui donnes un conseil, ce serait lequel? Visiblement, tu lui dis pas « pars pas ». Puis dans une disparition, de faire quelque chose d'autre, de parler, simplement de parler. C'est plutôt ce que je lui dirais, de réagir de manière plus posée, de s'ouvrir. Pars, mais parle. Pars parce que ça te fera du bien, peut-être de faire un tour de l'Europe à vélo, y a pas de souci, mais pas en disparaissant, pas comme ça. Donc parle à tes parents, parle à tes amis. Explique. Est-ce que tu as eu l'occasion de revoir ce jeune homme? Non. Et de lui parler? Non. Non. On s'est vu à mon retour et puis c'était... Il y a eu aussi une volonté de tourner la page. Et puis voilà. Tu es guéri de tout ça? Guéri, oui. Je sais pas si guéri est le bon mot, mais en tout cas, c'est de l'histoire ancienne. Je te remercie vraiment, Ralph, parce que ton histoire est effectivement spectaculaire. Tu as pensé ce spectacle-là pour ta vie, tu as osé la vivre. Merci, parce que je pense que c'est enrichissant et c'est certainement de bons conseils pour des gens qui ont cet âge-là, ou même un autre âge, mais qui se posent les mêmes questions, qui n'osent pas vivre leurs rêves, qui ne savent pas comment, ou qui se sentent bloqués. Peut-être grâce à cette interview, seront un peu guidés. Voilà, merci pour tout, merci pour eux, merci pour nous. Merci, avec plaisir.